Alors bonjour François Thiolet. Bonjour. Alors vous êtes membre d'Europe Écologie Les Verts, vous êtes conseiller municipal de Blois. Oui. Et délégué à la jeunesse et adjoint de quartier Est. Et vous vous présentez aux législatives pour la première circonscription du Loir-et-Cher. Alors première question, vous avez vu notre interview du député actuel, Nicolas Perruchot. Que pensez-vous de son action depuis 5 ans ? Il y a ce que je pense de son action de député et puis ce que je pense de Nicolas Perruchot en tant que tel, puisqu'il n'a pas été que député, il a été aussi maire de Blois. Dans son action de député, il a fait ce que Nicolas Sarkozy a demandé à son gouvernement, a demandé à sa majorité de droite. Donc il a voté les lois qui ont été proposées par Sarkozy telles qu'elles étaient proposées. Voilà, il a fait son travail de député de droite. Je le connais plus parce qu'il était conseiller municipal d'opposition en fait au départ, puisqu'il avait été élu au moment des municipales. Sur la personnalité, ce qui m'a toujours surpris chez Nicolas Perruchot, c'est plutôt son approche souvent un petit peu agressive de certaines questions. Notamment, j'avais été surpris à un moment de conseil municipal où on avait décidé d'appeler le nouveau théâtre des provinces Nicolas Pesquine, puisque c'était le nom du fondateur de la Compagnie du Hasard qui était décédé, et c'était le seul à voter contre, parce qu'il avait eu un conflit avec la Compagnie du Hasard. Voilà, des choses comme ça, c'est assez surprenant. Voilà, j'ai été aussi surpris qu'il laisse son mandat de conseiller municipal et au profit du mandat de conseiller régional, et je vois pas d'autre explication que simplement le fait qu'un conseiller régional il est payé alors qu'un conseiller municipal d'opposition il est pas payé, parce que si son enjeu c'était un ancrage local, pourquoi est-ce qu'il n'est pas resté conseiller municipal? Voilà. Après sur son travail de député, son rapport sur les syndicats, il peut être utile. Après, c'est quand même embêtant que ça fait maintenant 10 ans qu'il va être député. Voilà, c'est bien, il a sorti un rapport en 2011. Et voilà, et il se rend compte simplement, c'est ce que je vois aussi dans l'interview, il se rend compte au moment où il se représente que le cumul des mandats, ouais, c'est peut-être un problème, que j'ai travaillé sur un sujet et c'est ce sujet-là que je veux porter. Enfin voilà, on va pas à la Chambre simplement pour travailler sur un sujet, qu'on soit spécialiste de la fiscalité des agriculteurs ou de la pêche à la mouche, on y va pour traiter de tous les sujets et être capable de défendre des projets de loi. Et après, on s'inscrit dans une majorité. Évidemment, je ne serai pas dans la même majorité que Nicolas Perruchot. C'est clair. Alors en même temps, il disait qu'il a fait voter 112 amendements. Ouais. Alors j'ai pas pris le temps de lire tous les amendements et je pense que sur la fin de son mandat, il fait bien son travail de député. Ce qui est dommage, c'est que pourquoi est-ce qu'il l'a pas fait dès le début? Pourquoi est-ce qu'il est resté maire, président d'agglo et député dès le départ? Enfin, pour le coup. Il n'est pas resté longtemps, c'était juste la première année. Ouais, c'est la première année, mais c'est parce qu'il se fait battre aux élections que finalement il abandonne des mandats, alors que le choix aurait pu être fait différemment. Et puis il avait critiqué quand la gauche, quand on est arrivé au pouvoir, le fait qu'il y ait un partage entre Grécourt et puis De Gruel. Il avait critiqué le fait que il y avait 2 personnes parce qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre, qu'il faut que le maire de Blois soit président de l'agglo. Voilà, ça marche. Voilà, si on veut partager le pouvoir, c'est simplement faut le faire et faut pas simplement l'annoncer ou s'en rendre compte une fois qu'on veut être élu. Très bien, donc juste pour dire 2 mots de ce rapport, quand même, le fond c'est que les syndicats seraient financés à hauteur de 5 milliards d'euros chaque année par l'État. Est-ce que ça vous choque ou pas? Est-ce que ça me choque? Je sais pas. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ils sont financés, pourquoi ils sont financés. Son rapport, il n'a pas été publié parce qu'il y a eu une opposition de l'UMP et du Parti Socialiste pour publier ce rapport. Alors du coup, ça lui permet d'être dans une situation un peu de victime par rapport à ce rapport-là. D'homme indépendant, en l'occurrence. Ou d'homme indépendant, ouais, c'est pas mal. Ouais. Mais en l'occurrence, ils l'ont bien enterré quand même. Ils l'ont bien enterré. Mais après, la question, c'est est-ce que lui, politiquement, au-delà de son rapport, il va assumer publiquement les choses sur lesquelles il met le doigt dessus dans son rapport, notamment la question de financement du syndicalisme agricole. Ça, c'est un vrai sujet qui divise bien les électeurs de droite. Est-ce que lui, il est capable d'assumer devant la FNSEA de dire bon ben voilà, tel que vous êtes financé aujourd'hui, c'est pas juste, il faudrait rééquilibrer au niveau des autres syndicats. Moi, mon point de vue là-dessus, c'est pas tant la quantité, c'est cet argent à quoi il sert, pourquoi il est fait. On a su qu'en effet, il y avait des problèmes de financement des comités d'entreprise parce que les comités d'entreprise étaient contrôlés par un seul syndicat. Le problème du syndicalisme aujourd'hui, c'est un petit peu des fois les problèmes de représentation démocratique. C'est vrai pour le syndicalisme agricole, c'est vrai aussi dans d'autres secteurs, où on a souvent un syndicat dominant et puis des micro-syndicats à côté.
Et puis l'autre problème, hein, c'est donc un problème de rapport entre la représentation des gros et des petits. Hein, c'est la même chose qu'en politique. Et puis le problème, c'est la question de la syndicalisation des personnes. C'est-à-dire que c'est légitime que les syndicats soient représentés et que les syndicats défendent les intérêts des travailleurs. Ce qui est problématique aujourd'hui en France, c'est que tel qu'est organisé le système, on n'incite pas les gens à se syndiquer. En Allemagne, si l'industrie en Allemagne elle fonctionne, c'est qu'on est vraiment dans de la cogestion. Aujourd'hui, les représentants des entreprises, mais aussi les grandes centrales syndicales sont assez timorés sur ces réformes-là. Moi, je suis d'accord, hein, il faut mettre ça sur le tapis et engager ces réformes-là. Voilà, la question, c'est pas juste une question d'argent, de brandir. Voilà, parce que de crise, quand même, c'est important. Ouais, mais dans ce cas-là, il faut tout regarder. C'est pas juste les syndicats. Moi, par exemple, un truc qui me choque, c'est les rémunérations des grands élus. Alors, quand je le dis, on me dit c'est démagogique, mais qu'un député il puisse gagner, alors c'est 5 000 € à peu près net, hein, mais après il a plein d'autres frais à côté qui sont à un moment donné, je pense qu'à un certain niveau on perd contact avec la réalité à un certain niveau de salaire, surtout si en plus on peut cumuler des indemnités. C'est pas tant le salaire des députés qui me gêne, c'est la répartition entre les grands élus et les petits élus, puisque à l'autre bout, un maire d'un petit village, lui, il va toucher 700 €. Pourtant, lui, si il y a un accident dans sa commune, pénalement, il prend plus de risques qu'un maire ou qu'un député ou qu'un sénateur. Donc, qu'on mette ces choses-là sur la table et de façon positive. Ce qui m'ennuie un petit peu aussi dans le discours de Nicolas Péruchot, c'est les syndicats, c'est un peu les syndicats contre le reste de la population. Et c'est un petit peu aussi comme ça que Nicolas Sarkozy a fait sa campagne, hein, les corps intermédiaires, en désignant des catégories de population. Et je pense qu'on réforme rien en profondeur si on n'associe pas tout le monde. Il a quand même enterré le rapport Sarkozy. Ouais, il a enterré le rapport. Il a tenté un petit peu d'utiliser quand il a parlé des corps intermédiaires, mais très vite, il a été repris, il est parti sur d'autres sujets. Voilà. Ce qui est un peu son habitude, alors. Ouais. Est-ce que vous trouvez que le poids de l'État aujourd'hui dans l'économie est trop important, avec 57% du PIB en de dépenses, ou c'est mal réparti, ou est-ce qu'on devrait plus encore investir Ben, je pense que je dis je, mais c'est aussi on n'essaye pas trop de poser la question en termes de quantité, c'est plutôt en termes de qualité. Qu'il y ait des entreprises publiques, il y a certains domaines pour lesquels ça nous paraît obligatoire. Hein, sur la question de l'eau, pour nous, l'eau, elle doit être sur un marché public. Et je le vois au niveau local, ce qui est en marché public est beaucoup mieux contrôlé par les élus que ce qui est en délégation de service public. Quand c'est en DSP, comme on dit, en délégation de service public, vous avez un rapport qui arrive tous les ans, qui est fait par le délégataire. C'est le cas pour la cantine à Blois. Le délégataire nous fait un rapport, tout va bien, on fait du bio, on fait du machin, on fait tout ce que vous nous demandez, et puis on continue. Alors que quand on est en service public, par exemple la collecte des déchets au niveau de l'agglomération, quand il y a une question de où est-ce qu'on implante un point d'apport volontaire, comment est-ce qu'on fait la collecte, ça c'est discuté par la commission, et la commission elle est composée d'élus. Ça change. Donc mon point de vue, c'est que sur des sujets fondamentaux, l'eau, je pense que les cantines scolaires aussi, je pense que d'autres sujets, ça doit être des services publics locaux. Qu'il existe des services publics nationaux sur des questions d'aménagement du territoire importantes, sur la question de l'énergie, sur la question du transport, SNCF. Ça c'est aussi intéressant. Mais il ne faut pas que ces services publics se referment sur des logiques purement capitalistes. C'est ce que fait aujourd'hui la SNCF. Hein, la SNCF et RFF, ils ont été séparés. Le but, c'est avant tout de gagner de l'argent. Et donc, du coup, ils en perdent. Et les investissements, au lieu de les faire là où écologiquement, économiquement, ça aurait du sens sur le fret, ce qui est rentable à court terme, c'est d'investir, et ce qui est soutenu par une grande majorité d'élus, hein, c'est d'investir dans des projets de lignes à grande vitesse, qui sont sûrement utiles pour désenclaver certaines régions, mais dont les coûts vont porter essentiellement sur les collectivités locales et ne seront pas accessibles à la plupart de la population. Je dis ça parce que c'est un débat qu'on a eu aussi localement, et je suis assez désolé de voir les élus locaux de droite comme de gauche défendre, d'être tout contents qu'un jour il y a un TGV peut-être qui arrivera en gare de Blois une fois par jour, et pour cela ils ne se sont pas rendus compte qu'en échange de faire ça, ça veut dire qu'on va perdre les 3/4 de la liaison qui existe aujourd'hui entre Blois et Paris. Donc c'est plutôt comme ça la question des services publics. Ma question c'était liée à la dette, évidemment, c'est le sujet actuel. Et on n'a pas trop entendu les Verts pendant la campagne présidentielle sur ce sujet. Quelle est votre position ?
Sur la position par rapport à la dette, c'est il faut faire des économies là où on peut. Au niveau des services publics, c'est pas trop un problème. Il faut savoir aussi d'où elle vient cette dette. Il y avait eu un contre-budget qui avait été fait à la fin de l'année 2011, un contre-budget 2012 qui avait été fait par Eva Joly, et en fait qui avait été essentiellement fait par Pascal Canfin. Alors, je ne retiens pas les masses budgétaires comme ça de mémoire, mais en gros, le calcul qui était fait, c'était de dire, voilà, tous les cadeaux fiscaux qui avaient été faits par Nicolas Sarkozy, son gouvernement, et Nicolas Perruchot, d'ailleurs, que dans ce qu'il a voté au niveau des votes publics, il s'est opposé à la réforme sur l'ISF. Donc a priori, tel que je le comprends, ça veut dire qu'ils souhaitaient maintenir l'ISF, les exonérations, l'ISF telles qu'elles avaient été faites au début par la droite. Donc ça aussi, ça mérite d'être expliqué. En période de crise, c'est plutôt ce genre de choses qu'il faut faire. Donc la réduction de la dette, c'est à la fois de voir où est-ce qu'on prend les recettes et où est-ce qu'on maîtrise les dépenses. Et maîtriser les dépenses, c'est maîtriser les dépenses dans le service public, mais c'est maîtriser aussi les dépenses dans les financements publics qui sont faits à des entreprises privées. Si je reprends l'exemple du chemin de fer, le projet qui est soutenu par les élus sur la LGV, c'est 15 milliards d'euros minimum pour faire la LGV. Alors que cet argent-là, on pourrait l'investir dans des transports de proximité qui permettra à tout le monde de faire des économies et qui permettrait aux gens de ne pas prendre leur voiture et donc pas dépenser trop d'essence pour aller prendre le train. Voilà, nous, c'est plutôt comme ça qu'on aborde les choses, secteur par secteur. Investissons, oui, avec de l'argent public dans des secteurs qui sont vraiment des secteurs d'avenir. Très bien. Alors, votre parti, on se rappelle, avait signé un accord avec François Hollande pendant la campagne. Avec le Parti socialiste. Pardon. Puisque François Hollande avait dit qu'il n'était pas tenu par l'accord entre les partis pour les présidentielles. C'est bien le problème. Alors cet accord prévoyait notamment de sortir progressivement du nucléaire. Oui. Alors il ne prévoit pas la sortie du nucléaire, il prévoit la fermeture d'un certain nombre de centrales 24. En 24, voilà. Donc, mais parce que c'était une discussion qui était longue. Nous, on voulait la sortie du nucléaire et donc le compromis s'est fait là-dessus. Je vais juste poser une question. Allez-y. Est-ce que vous pourrez commenter? Bon, tout ça est tombé à l'eau avec l'élection présidentielle. ITER, toujours en construction, tout comme l'EPR. Alors, Michèle Rivasi est assez isolée, donc qui est députée européenne de votre parti. Elle est assez isolée pour lutter contre ITER. On l'a interviewée avec le scientifique Jean-Pierre Petit. Il faut reconnaître qu'elle n'a pas vraiment le soutien des dirigeants du parti. Comment expliquez-vous tout cela et cela vous attriste-t-il? Alors, sur ITER, le parti est très clair sur la position à adopter par rapport à ITER, par rapport à l'EPR. Et Michèle Rivasi, elle a le soutien des dirigeants du parti. Après... on les entend pas trop. Ils sont au gouvernement. Certains sont... Il y en a une qui est au gouvernement, il y a Cécile Duflot qui est au gouvernement. Elle est au gouvernement sur des questions qui sont des questions... plutôt de sa spécialité, elle est urbaniste. Cécile Duflot est moins bonne sur les questions d'environnement et d'énergie que Michèle Rivasi. Donc moi, ça me paraît très bien que ce soit Michèle Rivasi qui parle de ça, comme José Bové parle d'agriculture, ou Eva Joly parle de justice. Les gens, ils parlent là où ils sont compétents à peu près. Voilà, après... c'est que ça donne l'impression qu'ils soutiennent moins, je veux bien l'admettre. La réalité, c'est que non, la position des Verts, elle est très claire sur l'EPR, elle est très claire sur la sortie nucléaire, elle est très claire sur ITER, elle est très claire sur Notre-Dame-des-Landes, et on sait très bien que ça va être des choses sur lesquelles on va avoir à se battre avec les socialistes. On n'est pas sûr de gagner, mais on pense... A priori perdu, non? Après, on a perdu, c'est pas fini. Sur ITER... Sur ITER, le contexte de crise économique, c'est vrai pareil aussi pour l'EPR. Ce que nous, on doit démontrer, c'est que financièrement, c'est une absurdité de mettre de l'argent dans... Au financement public. Exactement, de mettre de l'argent dans le nucléaire. Si le nucléaire, l'électricité nucléaire, parce qu'on nous dit ça coûte pas cher, etc. Ça coûte pas cher parce que les investissements qui ont été faits, c'est de l'investissement public. Si on met les investissements publics ailleurs, on arrivera à faire de l'électricité à partir de renouvelables qui soit pas cher. On n'aura pas le problème des déchets qu'on doit laisser à nos arrière-petits-enfants et qui posent de problèmes. Et le risque Tchernobyl, Fukushima, mais voilà. Mais à la limite, la question du risque, je veux bien admettre qu'aujourd'hui la sécurité en France, elle soit quasiment nulle ou autre. Mais juste, si je l'aborde sur les questions qui tiennent souvent aux opposants, les questions économiques, il faut leur démontrer que économiquement, c'est pas rentable d'investir dans le nucléaire. Que même d'un point de vue énergétique, une centrale nucléaire, c'est pas rentable. C'est plus rentable de décentraliser, de faire autrement. Donc pour l'ITER, c'est pareil. Qu'il y ait de la recherche là-dessus. À la limite, pourquoi pas? Mais c'est les taux d'investissement public là-dedans, en mettant tout notre argent là-dedans, on pénalise d'autres ressources énergétiques. Aujourd'hui, le plus gros producteur d'énergie éolienne, c'est la Chine. La Chine, elle investit dans l'éolien.
La Chine, elle sait ce que c'est que l'énergie renouvelable. L'Allemagne le fait. Et nous, on ne le fait pas parce qu'on est dans notre idée qu'on va défendre le nucléaire qui est la qualité française. Il faut faire d'autres choix qui soient des choix... La Chine, elle investit aussi beaucoup dans le photovoltaïque, mais elle s'est rendue compte que c'était très polluant. Ouais, mais parce que et l'éolien aussi pose des problèmes. La question de l'aménagement de l'éolien, on peut pas faire l'éolien partout. On peut pas faire du photovoltaïque. Il y a un problème sur le photovoltaïque, c'est qu'on peut pas remplacer des champs agricoles pour faire du photovoltaïque, parce que, enfin voilà, c'est les logiques de rentabilité à court terme, purement économiques, elles prennent pas en compte les aspects environnementaux qui sont forcément des questions qu'il faut envisager à long terme. Donc il faut arriver à ce que la puissance publique, et c'est là le rôle de l'État, puisque l'économie strictement libérale, privée, elle fonctionne de façon capitaliste. Hein. L'objectif c'est de gagner plus. Ça marche bien quand il y a l'offre et la demande, ça marche bien à un niveau local, mais à un moment donné, il faut que la puissance publique elle soit capable de dire, ben voilà, on va donner la priorité à ça. Au niveau du bâtiment, on va pas donner la priorité aux constructions neuves, on va donner la priorité aux réhabilitations. Mais ça, il faut que la puissance publique le fasse pour qu'ensuite les entreprises elles puissent suivre derrière. Alors Daniel Cohn-Bendit, pour lequel j'avais milité en 1999 aux Européennes, je dis ça pour qu'on voit un peu d'où je parle, a déclaré le 24 mai sur France Info qu'il y avait un devoir d'inventaire à Europe Écologie Les Verts, où des tas de choses ne vont pas. Ouais. Il a notamment dit, bon, c'est tout à son honneur, hein, et puis à l'honneur de votre parti, parce que... Et puis c'est le bon moment pour le dire, c'est très bien. C'est comme Fillon et Copé, c'est toujours les moments bien choisis. Alors il a notamment dit, quand vous avez vu la course au mandat, ouais. On a donné l'image de la caricature, l'image d'Épinal, de ce qu'il y a de plus détestable dans les partis politiques. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Bon. Il a également reproché à Cécile Duflot, non pas d'avoir porté un jean au ministère, mais d'avoir réuni un bureau exécutif d'Europe Écologie Les Verts dans son ministère, ajoutant « Il faut que Europe Écologie Les Verts apprenne le b.a.-ba de la démocratie. Il y a des partis, il y a un gouvernement. On n'est pas représentant d'un parti au gouvernement, on représente la France et une majorité. » Il a raison. Fin de citation. Vous êtes d'accord? Bah, il a raison. Après, si je peux faire un commentaire là-dessus, hein, sur la course au portefeuille. Alors, je pense qu'il faut être assez honnête hein, dans tous les partis politiques. À partir du moment où il y a une possibilité de rentrer dans des gouvernements, une grande partie des leaders nationaux se sentent des vocations à entrer au gouvernement, et c'est normal, ils ont des compétences. Le problème qu'on a, c'est qu'on est un parti relativement modeste, et donc il y a peu de place. Enfin, il y a peu d'élus pour peu de place, puisqu'on est dans une négociation là-dessus avec les socialistes. Donc après, voilà, c'est une négociation à laquelle moi je ne suis pas convié, évidemment, à mon niveau. La répartition, que Cécile Duflot devienne ministre, ça ne me pose pas de problème, et elle est sur un ministère qui correspond à ses compétences. Je suis aussi très content que Pascal Canfin soit sur la question du développement, parce que ça c'est un enjeu important et sur lequel on a des clivages avec la droite et aussi avec la gauche sur toutes les questions du rapport avec la France-Afrique. Donc voilà, c'est bien qu'il y ait des écolos au gouvernement. À partir du moment où on rentre au gouvernement, en effet, on est dans le gouvernement et on ne peut pas être responsable du parti. Cécile Duflot en a pris acte, elle a répondu, je ne sais plus si elle a fait des excuses ou quoi, mais voilà, après le parti continue à fonctionner. Et c'est très bien. En tout cas, on apprécie la transparence, qui n'est pas de mise dans tous les partis. Ouais, c'est aussi ça. Enfin, moi, une des motivations qui m'a fait rentrer chez les Verts, c'était, j'étais un petit peu écolo, mais j'étais surtout attaché aux questions démocratiques. Et c'est vrai que ça peut donner des fois l'image d'un peu bordel interne, mais en même temps, il y a une vraie transparence. Après, on a aussi un problème à partir du moment où il y en a un qui prend bien la lumière des médias, c'est difficile pour lui de laisser la place à d'autres. Ouais. Et ça, c'est... C'est pas que dans la politique. Ouais, voilà, c'est une question d'éthique personnelle qui est difficile à travailler. Alors vous dites que vous êtes attaché à la démocratie, on vous en donne acte, mais à quoi sert un député aujourd'hui quand on sait qu'il doit prendre... J'ai posé cette question. Ah oui, j'ai vu cette question-là. Il doit prendre ses ordres du parti, ou bien carrément c'est le haut fonctionnaire qui va rédiger la loi ou le projet de loi quasiment de A à Z, ou alors ça va être fait à Bruxelles par le biais d'une directive qui va être imposée sur le sol français. Alors, sur les directives européennes, la France, elle fait partie de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on a admis de partager certaines compétences. Les directives européennes, c'est pas simplement la Commission qui les décide, il y a aussi le Parlement européen qui est un peu concerné là-dedans. Le Parlement européen est une instance relativement démocratique. Après, nous, ce qu'on souhaite, c'est que le Parlement ait vraiment un pouvoir législatif, puisque le pouvoir législatif, il est partagé entre le Parlement, la Commission et puis les représentants des gouvernements. Mais c'est la Commission aujourd'hui. La Commission et les représentants du gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune directive qui part s'il n'y a pas un accord
à la majorité qualifiée des responsables de gouvernement. Donc c'est aussi, et notamment, il n'y a aucune directive qui part s'il n'y a pas l'accord du gouvernement français. Alors, de dire c'est la faute à Bruxelles, etc. En effet, à Bruxelles, il y a des responsables de service qui font le boulot et ensuite les députés y votent ou la commission elle vote le truc et ensuite l'Assemblée et en fait on adapte. Après la responsabilité, mais Nicolas Perruchot le dit très bien dans son interview, il dit la France elle met du temps à transcrire. Pourquoi la France elle met du temps à transcrire? Parce qu'il y a des sujets sur lesquels la France elle a du mal à prendre ses responsabilités. Alors ce que je connais mieux c'est sur les directives qui concernent l'environnement, hein, mais la directive sur l'eau, il y a plein d'États qui ont mis beaucoup moins de temps que la France à la retranscrire. L'objectif qui est fixé, la date limite, c'est 2015. En 2015, les cours d'eau doivent retrouver un état qui soit consommable. La France, elle n'est pas du tout dans les clous, parce que dans certaines régions, elle ne veut pas prendre les décisions qui s'imposent, notamment en termes de restrictions au niveau des pesticides, en termes de qualité de l'eau de surface. Alors évidemment, on pense à la Bretagne. Mais c'est ça, l'Europe, elle n'est pas forcément que contraignante, elle aide aussi à prendre des bonnes directions. Par contre, ce qu'il faut, c'est que les États prennent, et les députés prennent leurs responsabilités quand ils retranscrivent des directives, que la retranscription, elle corresponde pour aller vers un mieux. Et en effet, c'est facile de taper sur les directives qui sont un petit peu caricaturales et de ne pas prendre les questions les plus importantes. Moi, ça ne me pose pas de problème qu'on vote des directives européennes, qu'on retranscrive des directives européennes. On est pour une Europe fédérale. Nous, notre point de vue, hein, c'est il faut que le Parlement européen ait un vrai pouvoir démocratique. Et il faut que l'État français, il ait un pouvoir démocratique sur les questions qui relèvent de l'État. Justement, là, est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction sur la démocratie? Parce que précisément, le référendum de 2005, vous savez bien, a été refusé. Voilà, par la majorité de nos concitoyens. Oui. Et pourtant, il a été imposé par Nicolas Sarkozy. Ouais. Et les Verts n'ont pas protesté à cette occasion. Les Europe Écologie Les Verts étaient pour le traité constitutionnel européen, à une courte majorité. Ouais. On avait décidé là localement, parce que moi, à peu de choses près, j'avais été convaincu du oui, notamment par Alain Lipietz sur la question justement de la démocratie. En gros, ce que disait Lipietz, c'est de dire, en votant, le Parlement il a plus de pouvoir et donc on peut plus facilement réformer le texte qu'en le votant contre. Ça, c'est un argument qui m'avait marqué. Mais vraiment, à peu de choses près, j'aurais pu voter non. Mais à l'époque, Florent Gropard de Vendôme, il était lui pour le non. Donc on avait décidé de faire une campagne oui et non. Et on a rarement eu autant de monde dans nos débats parce que les gens se sont emparés de cette question-là. En effet, le référendum, il a dit non. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Sarkozy, avec les responsables politiques des autres pays européens, ils ont fait voter un autre traité qui est pour passer. Alors c'est pas en force, c'est passé d'une autre manière. C'est-à-dire que le Parlement, il n'est pas moins démocratique que le référendum. C'est-à-dire que une décision du référendum. On peut revenir sur une question qui a été alors soit par un autre référendum, ça aurait été ça l'idéal, mais évidemment il n'a pas fait parce qu'il savait. C'est ce que Ségolène Royal avait promis. Mais voilà, après que Sarkozy revienne sur le référendum, c'est pas que la responsabilité de Sarkozy, hein. C'est aussi les gouvernements qui ont voulu avancer avec ce traité-là, qui est plutôt un traité libéral. Est-ce que l'Union européenne est encore démocratique? Parce que partout, non mais j'aime pas revoter ou non vous avez mal voté. Alors que ce soit en Irlande, en Irlande. Enfin. Ah mais en Irlande ils revotent, mais en Irlande ils revotent et à chaque fois ils revotent oui à la fin. Enfin c'est pour les deux fois c'est ce qui est la réalité. Mais ceux qui ont voté oui comme en Espagne, on les fait pas revoter. Ouais, mais ce qui est dommage, c'est que l'Europe est pas plus ou moins démocratique que n'est l'État. C'est la question de quelle source de la démocratie. Je pense qu'il y a un vrai risque aussi à mettre en exergue le référendum comme l'ultime expression du peuple. Parce que le référendum, il pose une question à laquelle on répond par oui ou par non, et du coup, il amène les questions démocratiques de façon extrêmement clivante, où on est pour ou on est contre. Ce qui aussi est absurde. Je pense à la question de la peine de mort. On n'aurait jamais aboli la peine de mort si on avait fait un référendum. Et moi, j'ai pas envie qu'aujourd'hui il y ait un référendum sur la peine de mort, parce que le risque me paraît trop gros. Voilà, donc qu'il y ait des... Donc le peuple est bête, hein, non, c'est pas le peuple est bête. C'est le référendum, il enferme dans le oui ou le non. Et il faut l'utiliser sur des questions. Il n'y a pas de problème. Mais d'avoir recours systématiquement au référendum, c'est pas forcément une bonne solution démocratique. Ce qui se passe en Suisse, par exemple, avec la démocratie directe, n'est pas une bonne chose. Je pense que ce qui se passe en Suisse est une chose assez intéressante, mais en Suisse,
Les référendums, ils sont souvent locaux et nationaux, et ils sont aussi très réguliers. C'est-à-dire que c'est pas juste la question du référendum, c'est aussi la question de la pratique de la démocratie. C'est-à-dire que c'est pas juste des questions nationales qu'il faut soumettre à référendum, c'est aussi au niveau local, comment est-ce qu'on partage la décision. Et partager une décision publique, c'est pas forcément voter par référendum, c'est aussi d'ouvrir le débat public. Sur les questions d'urbanisme, aujourd'hui, vous savez que les questions d'urbanisme, on est obligé de faire des enquêtes publiques. Les enquêtes publiques, on nomme quelqu'un pour faire l'enquête publique, on essaye de faire en sorte qu'il y ait peu de gens... qu'il y ait peu de gens qui fassent les enquêtes, c'est-à-dire qu'il y a une publication officielle, on fait le minimum légal, mais du coup, les citoyens sont jamais au courant, et donc à la fin, ça revient au conseil municipal, il n'y a pas eu de contestation, donc tout est bien. C'est pas terrible. On pourrait très bien faire vraiment de la démocratie locale, régionale, nationale, sur des vrais enjeux. Mais ce qui m'intéresse, c'est de poser la question des enjeux, c'est de dire par exemple, aujourd'hui, ouvrons un débat sur l'école, ouvrons un débat sur l'énergie, donnons les moyens aux gens de s'exprimer et d'avoir des positions, et à la fin, on se donne des délais qui soient assez courts, parce que quand on fait des débats publics aussi, souvent, c'est un petit peu formaté d'abord par les politiques, c'est-à-dire qu'on connaît la conclusion avant de commencer le débat, ce qui est un risque quand même limité, et ce qui en plus frustre les gens dans les questions de débat, et on se donne des délais, et on se donne les moyens de faire ce genre de choses en ouvrant aux citoyens. C'est pas juste une question de référendum. Après, qu'on utilise le référendum, pourquoi pas. Mais à mon avis, c'est vraiment pas l'alpha et l'oméga de la démocratie. Donc vous trouvez que la France est plus démocratique que la Suisse aujourd'hui ? Non, c'est des formes différentes. C'est de la même façon, souvent aussi, ce qui me paraît démocratique aujourd'hui, c'est des États qui ont un système politique qui est relativement clair et compréhensible. Je le vois, c'est difficile d'expliquer à mes élèves le système démocratique français parce que je suis prof d'histoire-géographie, éducation civique. Mais c'est difficile d'expliquer comment ça se passe. Une élection municipale, où vous avez un scrutin majoritaire à 2 tours avec une prime à la majorité. Scrutin régional, scrutin cantonal. On a des modes de scrutin à chaque fois qui sont différents. Ce qui serait simple, c'est d'avoir un mode de scrutin qui soit relativement le même à chaque niveau d'élection, parce que ça permettrait aux gens de le comprendre facilement, qu'on n'ait pas à voter tous les ans, qu'on puisse regrouper certaines élections, qu'on puisse éventuellement, alors ça du coup c'est quelque chose que défendent les Verts, et c'est difficile à entendre, de dire qu'au niveau de la démocratie, on n'a peut-être pas besoin d'avoir à des fois 7 niveaux d'échelon pour prendre une décision. Il y a des choses qui peuvent être mutualisées à l'échelle d'une agglomération, à l'échelle d'une région, mais ça il faut le vouloir, il faut accepter que du coup on fasse des économies sur d'autres niveaux, et que voilà, nous ce qu'on défend, c'est ce que défendent aussi d'autres partis, mais pas simplement des partis de gauche, c'est aussi le MoDem qui défend ça, la proportionnelle, des mandats uniques, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est élu, on fait un truc et on le fait bien, ce qui permettrait à plus de gens d'être élus, ce qui permettrait d'éviter une professionnalisation aussi de la politique. Protégeons les élus pour les aider à retrouver du travail quand ils quittent le travail d'élu, mais c'est pas simplement qu'une question de financement, c'est une question aussi d'aider à la reconversion des élus. Okay. Voilà. Pour poursuivre cette question de la démocratie, si la gauche gagne la législative, ce qui est quand même assez probable, elle détiendra l'Assemblée nationale, le Sénat, la plupart des régions, l'école, la magistrature et l'Élysée. Pourquoi l'école et la magistrature? En quoi l'école et la magistrature, c'était pas des représentants élus? Non, mais disons que la gauche aujourd'hui est très bien implantée à l'école. Ah ouais, l'école. Plus que la droite, à ma connaissance. La gauche est très bien implantée à l'école publique, mais l'école, elle n'est pas que publique. Il y a une école. Il y a 1,5 million, mais on peut débattre. Non, mais je veux pas débattre de ça, mais c'est. Alors pour vous, l'école est. Non, mais c'est surtout que l'école, c'est comme les médias. Elle est théoriquement indépendante du pouvoir politique, de droite comme de gauche. Et même moi, je veux dire, en cours, je suis très sérieux sur ces questions-là. C'est-à-dire que, notamment quand on aborde des questions d'ordre politique, parce que des fois ça arrive dans les questions, j'éclaire tous les points de vue. Et justement, j'essaie de faire attention à justement la question du nucléaire, c'est une question que j'aborde. Et quand je l'aborde, je l'aborde sous les deux aspects, les enjeux du débat. Et ce qui m'intéresse, c'est pas tant que les élèves aient mon point de vue, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils aient un point de vue qui soit le leur. Et c'est ça mon but en termes de démocratie. Donc alors voilà, la gauche, elle aura tous les pouvoirs. Restons-en au niveau politique. Au niveau politique, d'accord. Au niveau politique, elle n'aura pas tous les pouvoirs. Elle aura l'Assemblée et le Sénat, ce qui permet d'avoir une majorité, et le gouvernement. Mais dans la Ve République, en général, l'Assemblée, vaut mieux qu'elle soit de la même couleur que le gouvernement, sinon on se retrouve dans une situation de cohabitation. Si la gauche, elle perd l'Assemblée là, puisque l'élection importante, finalement, c'est plus l'Assemblée que le président de la République. Mais on va pas dire ça, puisque ça donne le ton. Mais sauf que s'il n'a pas l'Assemblée derrière, il se retrouve en cohabitation, ce qui est arrivé à Mitterrand, ce qui est arrivé à Chirac.
Et c'est quand même le gouvernement et l'Assemblée, qui est du même bord politique, qui fait la politique française, même s'il y a des... Assemblée nationale, Sénat, Ouais. région. Région, ouais. Ça fait beaucoup. Non, sauf une. Il y a Oui, l'Alsace qui reste... ça fait beaucoup. Après, c'est... C'est pas trop. Non, c'est pas trop. Là. Enfin, après, c'est trop... Enfin, la question, ce serait un problème si la gauche était au pouvoir dans ces instances-là depuis 20 ans. À un moment donné, quand il n'y a pas d'alternance, oui, ça devient un problème. Après, là où il est possible d'avoir une alternance, l'alternance, elle joue. On est dans une démocratie. Ça va faciliter sans doute certaines choses. Après, les intérêts, le rôle d'un député, c'est pas exactement le même rôle qu'un conseiller régional. Évidemment, quand il y a un même bord politique, on va à peu près dans le même sens. C'est plutôt pas mal. Après, des fois, on se heurte aussi à des questions locales qui fait que sur certains sujets, la gauche au niveau régional, elle aimerait bien pouvoir avancer, la gauche et les écologistes. Et puis, il y a des freins locaux qui sont des fois pas forcément que des freins de la droite. Non, non, ça m'inquiète pas. Le front de gauche. Ouais. Dernière question, on va accélérer un peu parce que sinon on va m'accuser de vous donner trop de temps. D'accord, j'essaie de répondre rapidement. Voilà. Le front de gauche, dont le leader a voté non au référendum de 2005, a appelé à voter François Hollande au deuxième tour, tout comme votre parti. Eva Joly, la candidate. Dont les leaders, oui, Eva Joly, donc d'Europe Écologie Les Verts, dont les leaders ont tous voté oui à ce même référendum. Ouais. Est-ce que ça ne vous dérange pas d'avoir soutenu le même candidat? Le même candidat que Jean-Luc Mélenchon. Ah, d'avoir soutenu François Hollande? Bah oui. Bah non. Parce que Jean-Luc Mélenchon était pour le non au référendum. Ouais. Il n'est pas vraiment sur vos positions. Ouais. Mais alors sur le référendum, les Verts étaient pour le oui. Et pour le coup, à titre personnel, j'étais pour le oui. Donc voilà. Après, je veux bien qu'on parle pendant 10 ans du référendum de 2005, mais ça a marqué quand même. Ça a marqué, et je suis d'accord, ça a marqué la question de la démocratie. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que un vrai enjeu, quand il est posé, qu'il est expliqué, mais pas de façon hautaine, et qu'on donne vraiment aux gens les moyens de s'exprimer et de débattre, les gens, ça les intéresse. Donc la démocratie, elle intéresse les gens. Donc si on donne les moyens, voilà. Après, aux dernières présidentielles, j'avais soutenu José Bové. Et José Bové aussi, il y avait la logique du camp du non. Mais c'est sur une question, on n'est pas d'accord avec certains camarades de gauche. Après, il y a plein d'autres questions sur lesquelles on est d'accord. Moi, j'ai pas envie de focaliser juste sur ces questions-là. Alors après, on peut me reprocher d'avoir voté oui. Je veux bien débattre de ce sujet-là. Mais il y a d'autres sujets et il y a plus de choses qui nous rapprochent et qui font qu'on a plutôt intérêt à chercher un accord avec les socialistes et avec le Front de gauche pour gouverner que de chercher des points de désaccord. Voilà. Alors, dernière question, si vous êtes élu le 17 juin, Ouais. que ferez-vous de nouveau ou de différent? Bah déjà, j'essaierai de ne pas aller à l'Assemblée avec une cravate et un costume, mais parce que j'ai vu que c'était une obligation. Ça, c'est un truc qui m'ennuie un peu. J'aimerais ça pouvoir changer. En classe, vous n'avez pas de... Non, mais c'est l'avantage de l'école publique, c'est qu'on n'a pas de contraintes. On n'a pas de contraintes vestimentaires. Après, il s'agit d'un peu d'avoir une certaine sobriété, ce que je conteste pas. Mais c'est des symboles. Ça me paraît important que la République elle ait des symboles. Mais je pense que ce qui paraît normal, c'est que les gens soient députés comme ils sont dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que l'important, c'est d'être citoyen en étant député. Donc après, en étant député, j'essaierai de faire la même chose que ce que j'essaie de faire au niveau municipal. Même si des fois avec le temps on laisse peu les moyens, c'est de tenir un minimum, informer les gens de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, on essaie d'écrire régulièrement des articles sur un blog pour dire voilà ce qu'on a voté, voilà sur quoi on n'a pas voté, voilà les enjeux aujourd'hui. On essaie de tenir des réunions d'information au moins une fois par an pour dire ce qu'on est en train de faire. Et ben j'essaierai de faire la même chose en étant député du mieux possible. Voilà, ça me paraît déjà un enjeu important puisque en effet les questions de démocratie me paraissent fondamentales. Très bien. François Thionnet, merci. Merci à vous.